Alors, quand on pense à Daniel Darieux, on pense tout de suite à cette longévité incroyable. Presque 80 ans de cinéma français. C'est assez vertigineux. Ah oui, complètement. Et puis cette phrase de Catherine Deneuve, sa mère au cinéma, avec cette grâce infinie, ça pose le personnage, je trouve. Exactement, c'est parfait pour commencer. Et cette longévité, bon, ce n'est pas juste un chiffre, hein, c'est vraiment le signe d'une plasticité assez rare, d'une intelligence de jeu. Elle a su traverser les époques, les modes, les révolutions du cinéma, sans jamais paraître démodée. C'est ça, elle était toujours juste, en quelque sorte. Toujours juste. Et c'est ce parcours hors norme qu'on va explorer un peu aujourd'hui, en se basant sur une discussion hommage qui est pleine d'anecdotes, d'analyses. L'idée, c'est un peu de décortiquer ce talent si particulier. Mhm. Comment elle a fait pour incarner autant de choses différentes? L'ingénue, la femme mûre, la femme complexe, tout en gardant ce truc unique. Parce qu'il la rend si marquante, en s'appuyant sur ce qui a été dit, sur les faits. Alors, commençons par le commencement. Les débuts. C'est fulgurant, hein. Le bal, 1931, elle a 14 ans. 14 ans, oui. Et apparemment, c'est elle qui insiste auprès de sa mère, qui était prof de chant, pour passer l'audition. Elle avait perdu son père jeune aussi, ça a dû forger quelque chose, non? Sans doute, oui. Et cette première expérience, elle l'a décrit comme une récréation amusante. C'est assez révélateur. Oui, et cette histoire du micro qu'elle ne voit pas. Ah oui, la légende dit qu'elle était tellement dans son truc, dans le jeu, qu'elle n'a pas remarqué le micro pendant des semaines. Ça montre bien ce côté naturel, cette absence d'appréhension face à la caméra. Ça va la suivre. Et ce naturel, il séduit tout de suite. Les descriptions de l'époque sont dithyrambiques, voix ravissante, admirablement bien placée. L'héritage de la maman prof de chant, évidemment. Oui, ça aide. Et physiquement, bon, c'est l'évidence. Pas d'âge ingrat, un visage qui accroche la lumière, une silhouette gracile, la coupe garçonne très moderne pour l'époque. Elle crève l'écran, mais sans effort apparent. C'est ça qui est frappant au début. Le talent semble brut, instinctif, pas de composition forcée. Sa voix, son charme, cette espèce d'aisance innée, ça suffit. C'est une éclosion assez spectaculaire, hein. Et déjà, on sent une modernité. Après ce premier succès, elle enchaîne très vite. Beaucoup de comédies musicales, assez légères, des rôles d'ingénue. Elle joue avec les vedettes de l'époque, Albert Préjean, Jean-Pierre Raumont. Mhm. Ces films ont un succès fou, devient très vite populaire, très aimé. Est-ce qu'on voit déjà plus que la fraîcheur à ce moment-là? Bah justement, oui. Derrière l'image un peu pétillante, il y a une complexité qui intrigue déjà certains observateurs. Benjamin Fin-Silbert la décrit comme fantasque, complexe, à la fois exubérante et secrète. Ah, intéressant. Il a voix capable d'être sage comme une image et l'instant d'après, hop, plus rebelle. Cette ambivalence, cette capacité à suggérer qu'il y a autre chose sous la surface, c'est sans doute déjà sa marque de fabrique. C'est pas juste une jolie poupée. Et la preuve arrive très vite en fait. Meyerling, en 36. Voilà. Elle a à peine 20 ans et elle se retrouve face à Chasse-Boyer dans ce drame historique. C'est un rôle lourd, mais rêvé de Serra. Elle est bouleversante. Là, c'est clair, elle n'est pas que la petite chanteuse des comédies musicales. Non, là c'est l'explosion. Elle devient une idole, vraiment la coqueluche d'une génération. Un critique la compare à un Stradivarius de l'écran. C'est une image magnifique, je trouve. Ah oui. C'est là qu'elle entre dans le fameux trio des Trois Glorieuses, avec Michel Morgan et Micheline Presle. Elles incarnent le glamour, le talent du cinéma français d'avant-guerre. Elle devient l'actrice la mieux payée, la plus Une image qui populaire. séduit Séduit même Hollywood. Fin des années 30, elle signe un contrat de 7 ans avec Universal. Oui,